crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. De manière globale, donc le marché est en recul de 0,27, tandis que le sentiment de marché ça bouge pas, est sur un score de 29. Et allons faire aussi un point sur ce qui se passe sur l'Altcoin Season Index. Et rappelons que là aussi, il n'y a pas de quoi se précipiter sur les alts tant qu'on n'a pas atteint la zone des 25. Ce que l'indicateur nous dit, c'est qu'il vaut mieux être soit en stablecoin, soit en Bitcoin. Une très très bonne nouvelle. Vous savez que l'équation des mineurs dans le Bitcoin, il y a 3 paramètres. Il y a le coût de l'électricité, il y a le prix du Bitcoin, et il y a la difficulté de minage. La compétition, elle est énorme et elle va être de plus en plus énorme. Donc la difficulté ne fait que monter. Le prix, il vient de perdre $30 000, donc c'est pas bon. Et le prix de l'énergie est très élevé. Et ben ce qui est en train de se passer, c'est exceptionnel. C'est que pour des raisons économiques, même pas écologiques, ils sont obligés de faire baisser le seul critère qu'ils ont, qui peuvent faire varier, c'est le coût de l'électricité. Donc il y a plein de gros mineurs qui se lancent, qui utilisent du solaire, qui utilisent Et c'est top parce que ça va dans le bon sens, et tous les critiques du Bitcoin et du minage de Bitcoin, pour des contraintes économiques, ils sont en train de devenir, en train de basculer, et ça va être top. On verra les chiffres début 2026, il y aura des études, je pense, en fin d'année, début d'année prochaine, sur le taux de minage green. Et là, honnêtement, ça serait monstrueux. Je pense qu'on n'est pas loin des 55-60%. C'est le gagnant du jour ou le cocu du jour, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'on peut dire. Mais clairement, il y a quelqu'un qui a touché le gros lot. Il y a eu un mineur solo. Donc quand on parle d'un mineur solo, c'est-à-dire que c'est une personne dans son coin qui avait juste un système de minage perso. Eh bien, un mineur solo a réussi à miner le bloc 927 474. Et en récompense, il a obtenu 3,13 bitcoins, donc l'équivalent d'environ $284 000. $284 000 juste pour avoir miné un bloc bitcoin à lui tout seul. Alors, c'est un exploit rarissime, hein, normalement, on le sait, quand on fait du minage, pour ceux qui en ont déjà fait un petit peu, normalement, ce sont des pools de mining, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des centaines, voire même des milliers de personnes qui vont miner ensemble, et quand il y a des récompenses, les récompenses sont partagées. Grande banque du Brésil qui a dit hey les gars, il faut mettre au 3% du Bitcoin dans vos portefeuilles en 2026. Donc c'est la banque qui s'appelle Itaú Asset Management, qui est une branche de la plus grande banque privée du Brésil qui s'appelle Itaú Unibanco. Bon, tout de bien, qui a recommandé aux investisseurs de détenir entre 1 et 3% dans leur portefeuille de Bitcoin. Donc quand t'as la plus grande banque privée qui dit ça, du Brésil, t'es content. Bon, donc ça. Pourquoi il dit ça? En gros, avec l'évolution des politiques monétaires, les risques, avec l'échange entre les différentes monnaies, tu vois, c'est toujours les mêmes arguments. Bon, qui dit il faut acheter du Bitcoin, il faut avoir du Bitcoin dans votre portefeuille pour vous couvrir. Le Bitcoin, il couvre contre certaines choses. C'est pas bien sûr une valeur refuge comme l'or, mais il couvre quand même sur pas mal de choses. Les États-Unis, les États-Unis, YouTube, qui permet désormais aux créateurs de contenu américains d'être rémunéré en stablecoin de PayPal, mon gars. Et ça, c'est quand même assez cool, quoi. Donc, PayPal est une option de paiement pour les créateurs de contenu aux États-Unis. Donc, tu vas pouvoir recevoir du stablecoin à la place de recevoir des USD de PayPal pour tes vidéos quand tu es un créateur de contenu aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça montre, ça? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Mais c'est YouTube, quand même. Hein. YouTube, il ne faut pas oublier que YouTube, ils ont... Ma chaîne YouTube, la première, je l'ai perdue au moment où ils interdisaient tout ce qui était crypto-monnaie, machin, bazar. Et ils ont ban beaucoup. Moi, je me suis fait ban. Et là, ils autorisent les créateurs à recevoir carrément leur revenu en stablecoin. C'est pas la fête, ça. Enfin, voilà, ça fait que du coup, ça va être une adoption encore plus du grand public, hein, parce que bon, des créateurs de contenu, il y en a une blinde. Hein, tout le monde veut sa chaîne, tout le monde. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Pour ça, on va directement sur le profil Twitter de Crypto Détente. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor résume le Bitcoin en quelques secondes en disant que si les banques ne te payent rien et qu'un autre système t'offre 10-11% sur ton argent, tu choisis quoi? Le message est clair, la migration vers le système monétaire Bitcoin continue. Commençons par établir les faits. Prenez un Doliprane car on va fouiller beaucoup de chiffres. En septembre 2024, MicroStrategy a remboursé ses dernières Senior Secured Notes de $500 millions. Cette transaction a libéré 69 080 bitcoins qui servaient de collatéral. Depuis, la totalité de ces bitcoins sont totalement libres de toute garantie, zéro collatéral, zéro appel de marge. Pour comprendre pourquoi c'est crucial, comparons avec un prêt sur marge traditionnel.
Vous empruntez 50 millions avec 100 millions de Bitcoin en garantie. Si Bitcoin chute de 50%, le prêteur exige plus de collatéral ou liquide votre position. C'est automatique, sans négociation possible. Strategy n'a rien de tout ça. Leur dette totale se compose uniquement d'obligations convertibles non sécurisées et d'actions préférentielles perpétuelles. Les documents SEC le confirment explicitement. Aucun Bitcoin n'est lié à ces obligations. Après avoir vendu il y a quelques mois la moitié de mes tokens Atom, ça y est, j'en ai marre, je viens de sortir définitivement de l'écosystème Cosmos. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi je pense que le Cosmos Hub est définitivement mort et enterré. On est peut-être passé au travers de 2-3 éléments qu'on va voir ensemble. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant des jours, voire des semaines que le marché est un petit peu coincé. C'est la fin d'année, on a eu le shutdown aux États-Unis. On attendait cette baisse des taux de la Fed. 90% du marché l'anticipait. Il a bien baissé ses taux. On est passé de 4 à 3,75. Pas de problème. C'est le premier effet qui se coule. Hop, qu'on va voir tout de suite ensemble. Premier effet qui se coule, voilà, la Fed baisse ses taux, ça monte. Deuxième effet qui se coule, le discours de Jérôme Powell qui a duré quand même parce que vous étiez très nombreux et nombreux à être sur Twitch, vous êtes plus de 1500 à être passés mercredi soir, on a vu ça ensemble en live pendant la Fed, donc merci beaucoup. On a fait ce petit pari, comme à chaque fois, 9 minutes. Le patron de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale des États-Unis, dans lequel il explique que en termes de perspectives, alors on va le voir ensemble, les perspectives se sont un peu améliorées en termes d'inflation. Alors sur quoi il se base ? Je crois que c'est un peu du doigt mouillé. Même lui, il ne sait pas trop, il a essayé de répondre aux questions des journalistes, mais passé un peu à travers en expliquant que on n'a pas de données. Il y a plus de probabilité que ça soit du moche qui continue malheureusement, sachant qu'il y a eu du moche vendredi à la clôture. Par exemple, les marchés boursiers qu'on clôturait dans un rouge pas très très joli avec le Nasdaq, l'SP500 qu'on fait -1 et -2%. Les futurs ont été clôturés aussi dans le rouge pour Wall Street, donc ça sent pas trop la rose peut-être, tu vois, ce soir sur les marchés boursiers asiatiques lorsqu'ils vont ouvrir vers 1h du mat. Donc, va falloir être bien accroché, je pense. Surtout la semaine prochaine, ça va être Space Mountain, tu vois, où ça va être les montagnes russes. Pourquoi ? Il y aura de la grosse volatilité, notamment déjà mardi. Alors, j'en parlerai tous les jours, bien sûr. Je fais juste une petite overview rapide comme ça. Mardi, ça va être les NFP, le non-farm payroll, la création des emplois non agricoles, les chiffres du chômage américain. Ça sent bien que ça a picoté. Puis après, jeudi, on aura l'inflation américaine qui va tomber. Là, tu sens que ça risque de picoter aussi. Et dimanche, on aura l'inflation japonaise avec la hausse de taux, enfin théoriquement, on va dire la décision de la Banque centrale japonaise concernant les taux directeurs. Et bon, il y a de fortes probabilités d'avoir une hausse de taux. Donc, tu as bien compris que mardi, les NFP, jeudi, l'inflation américaine et vendredi, l'inflation japonaise avec la décision des taux pour vendredi, ça va swinguer la semaine prochaine. Trump a déclaré qu'il estimait que le prochain président de la Fed devrait le consulter sur la fixation des taux d'intérêt. Alors, n'oubliez pas que Donald Trump choisira le prochain président de la Fed et bien forcément, il choisira celui qui sera le plus susceptible de faire tout ce qu'il lui demande de faire. Donc, on sait déjà que Trump aura plus ou moins le contrôle de la Fed la prochaine fois qu'un nouveau président de la Fed sera élu. Mais poursuivons, parce que on a également, on lui a demandé quel serait le niveau souhaité des taux d'intérêt dans un an, et Trump a répondu 1%, voire moins, potentiellement. Et ça, ça vous donne déjà une indication sur l'évolution prochaine des taux d'intérêt. Si jamais on descend à 1%, nos actifs vont totalement exploser. Ceci dit, on va continuer avec toutes ces données. Trump a également déclaré qu'on devrait avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde, et ça vous donne une idée, une fois encore, de ce à quoi il s'attend en termes de taux d'intérêt. Ils vont être extrêmement bas. Un graphique que je trouvais assez intéressant, qui est basé également sur un autre modèle mathématique, sur la Golden Curve. L'idée était de dire, sur le cycle de 2013, on a eu un top sur la 5e courbe. En 2017, on a eu un top sur la 4e courbe. En 2021, on a eu un top sur la 3e courbe. Donc, si on suit le cycle pas forcément en termes de date, mais si on suit le cycle en termes de performance, le cycle qui est entre 2021 et 2025-2026, on verra ça dans le futur, il devrait atteindre la courbe numéro 2, qui est ici, et qui se situe, si on prend sur le graphique du dessous, si on le corrèle avec le graphique du dessous, c'est la partie halving, et à chaque fois,
quand cette courbe traversait la zone rouge, c'était le top du cycle. C'est ce qui s'est passé en 2007, 2015, 2021. C'est pareil, c'est des graphiques qui n'ont pas énormément d'historique. Donc, ils resteront valides tant, en tout cas, qu'ils seront invalidés, tant qu'ils ne seront pas invalidés. Et si on prend le cycle top qui est censé être dans la même zone que les autres, on serait à un BTC aux alentours des 186 000 $. Pour l'instant, la prochaine étape, c'est le 160 000. L'extrême peur est revenu dans de la peur actuellement. C'est ce que l'on voit ici sur ce graphique de Fear Greed Index. Sauf que quand on regarde, c'est exactement aussi ce que l'on a pu vivre sur début 2022, pour ceux qui se souviennent. Après la chute de fin novembre 2021, on a eu toute une partie où on est reparti dans de la peur, voire même dans du neutre, avant de repartir dans de l'extrême peur. Et on a quand même un scénario qui ressemble un petit peu à cette partie-là. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi sur les graphiques, avec juste des indicateurs de tendance très importantes. Ça, on le voit sur les EMA. Les EMA 50 que l'on a cassés en weekly, c'est-à-dire en semaine. Ici, la semaine du 10 novembre 2025. On est passé en dessous et on est toujours en dessous, en train de se reposer sur les EMA 100, qui est la première fois sur tout ce cycle. Ici, dans cette phase d'accélération et de retracement très fort, on avait tenu l'IMA 50. Phase de retracement très fort, on a tenu l'IMA 50. Là, on a cassé l'IMA 50. Pour moi, c'est ici un signal d'inversion potentielle de tendance. Et donc, ça consolide cette notion de début potentiel de bear market et de dead cat bounce, c'est-à-dire de rebond sur potentiellement un retest de l'IMA 50, comme on avait pu le faire ici, dans cette période encore de chute qu'on avait pu voir sur janvier 2020. Complètement institutionnalisé et il est accaparé d'une manière ou d'une autre par la finance traditionnelle. Donc je pense que d'un point de vue idéologique, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui en fait ne reconnaissent plus le Bitcoin qu'ils ont pu connaître par le passé, notamment les fameux Bitcoin OG. Donc les investisseurs, on va dire, ou les mineurs de Bitcoin de la première heure et qui ont vendu massivement. On a vu des ventes à plusieurs milliards de dollars de Bitcoin qui n'avaient pas bougé en fait depuis des années et des années et qui ont été massivement vendus par ces personnes-là. Donc il y a eu un changement de main assez important. Donc en tout cas pour moi c'est l'une des raisons pour laquelle le Bitcoin a latéralisé et il n'a pas continué fortement sa croissance. Donc moi de mon point de vue en fait on est sur une pause dans le cycle. Ça veut dire qu'on a une correction qui est plus que méritée après quand même plus de 3 années quasiment de hausse sans réelle correction. Maintenant, je ne pense absolument pas qu'on va avoir une capitulation de tous ceux qui ont investi depuis quelques années et qui vont accepter en fait de vendre à perte leur BTC et que la dynamique en fait va s'inverser. Il y aura beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs. Parce que c'est ça en fait qui définit réellement un véritable marché baissier. Moi, je ne pense pas en tout cas qu'on va rentrer dans cette dynamique-là. Personne ne sait ce que le Bitcoin va faire la semaine prochaine, ni le mois prochain. Mais chercher à prédire chaque mèche, chaque correction, c'est le meilleur moyen de se faire sortir. Le marché adore punir les certitudes à court terme. Et ce qui compte, c'est pas le chemin exact, c'est la trajectoire globale. N'oublions jamais que le Bitcoin reste un actif rare, impossible à diluer, indépendant des banques centrales, dans un monde où la dette explose et où la confiance dans les monnaies fiat s'érode lentement, mais sûrement. Ce que je dis là, c'est pas une opinion, c'est pas un avis, c'est un constat. Puis, la stratégie la plus simple selon moi, la plus ennuyeuse et souvent la plus efficace, c'est d'acheter du Bitcoin en spot progressivement, sans stress, sans chercher à jouer au plus malin. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'avoir raison sur le timing, juste besoin d'être cohérent, juste besoin d'être encore là quand le marché décide enfin de bouger. Le Bitcoin ne récompense pas les impatients. Il récompense ceux qui acceptent l'inconfort, ceux qui acceptent le doute, l'ennui. Et aujourd'hui, je vais être très clair, vous avez le choix. Attendre que tout soit évident ou agir quand personne n'a envie de le faire. Et l'histoire montre toujours qui a fait le bon choix. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.